Bonjour. Merci d'être là. Installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup Valérie Hillier. Merci d'être notre invitée ce matin. Vous êtes députée européenne à la tête de la liste Besoin d'Europe. C'est la liste de la majorité présidentielle qui regroupe plusieurs partis, Renaissance, Horizon, le Modem, l'UDI et le Parti radical. Si j'oublie personne. Exactement. On est ensemble pendant un peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Nathalie Moret du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. Bonjour Nathalie. Bonjour Oriane, bonjour Madame Hillier. Bonjour. Valérie, on va évidemment longuement parler de votre campagne, de votre programme, mais un mot sur l'actualité, puisqu'Emmanuel Macron est en ce moment sur le chemin du retour de la Nouvelle-Calédonie, où il a passé la journée d'hier. Il a dit qu'il ne fallait pas passer en force sur la réforme constitutionnelle, mais a prévenu, la Nouvelle-Calédonie ne doit pas devenir le Far West. Il a fallu en arriver à une telle situation quasi insurrectionnelle, 6 morts, dont 2 gendarmes, pour qu'Emmanuel Macron accepte de dialoguer, de temporiser. C'était important, effectivement, que le président de la République se rende sur l'île. Le dialogue, je le rappelle, il avait déjà eu lieu par le passé. Il y a eu 3 référendums. En tout cas, le président de la République a rappelé, à mon sens, 3 messages très importants. Le premier, c'est la priorité, le rétablissement de l'ordre et du calme, préalable à toute nouvelle discussion. Le deuxième, c'est que la République, elle est partout chez elle. Et on a vu non seulement des actions qui sont intolérables, inacceptables, et je voudrais aussi rendre hommage aux forces de police qui ont été tuées et adresser mes condoléances à l'ensemble des familles des victimes et des personnes tuées sur l'île. Et puis, on a vu des actions d'ingérence de puissances étrangères sur notre propre sol. C'est documenté, l'Azerbaïdjan, la Chine, la Russie, c'est inacceptable, intolérable, et on doit trouver des réponses fortes face à ces menaces d'ingérence, et notamment la réponse européenne, elle est importante. Et puis le troisième message, ça peut être quoi, le troisième message, c'est pas de tabou sur la suite pour l'île, évidemment, et le dialogue est nécessaire. Ça peut être quoi la réponse forte sur les ingérences ? On a à l'échelle nationale une task force qu'on appelle, ou une agence qu'on appelle Viginum, qui est chargée d'étudier et d'analyser les risques cyber et numériques en termes d'ingérence. Il faut qu'on puisse la déployer à l'échelle européenne, agir et mettre en place des dispositifs en investissement à l'échelle européenne, et puis un dialogue diplomatique franc avec ces pays-là, évidemment. Tout ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie depuis 10 jours percute la campagne électorale pour les européennes. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une incidence sur le scrutin du 9 juin ? Alors évidemment, ce qui se passe au niveau national a nécessairement une répercussion ou percute les débats dans le cadre de la campagne des élections européennes, même si je vous l'ai dit, on peut évidemment faire des liens, et à de très nombreuses problématiques qui se posent sur le territoire français, on a des réponses européennes. Je vous parle ici des ingérences. Clairement, évidemment, il faut répondre, et de manière très ferme au niveau national, mais on sera plus fort au niveau européen pour lutter contre les ingérences étrangères. Vous craignez des ingérences sur le scrutin du 9 juin ? Bien sûr, on les craint. Bien sûr, je les crains. On sait qu'il y en a eu sur les précédentes élections. Si on parle des ingérences russes, notamment depuis plusieurs mois déjà, on voit qu'il y a des tentatives de manipulation de nos opinions publiques, de déstabilisation. C'est les étoiles de David qui avaient été taguées sur les murs au lendemain des attaques du 7 octobre. Ce sont les mains rouges qui ont été placardées sur le mur des Justes, sur le mémorial de la Shoah. Et on sait désormais que c'est fomenté par la Russie de Vladimir Poutine, avec un seul objectif: déstabiliser nos opinions publiques, nous manipuler. Et donc, je pense qu'il faut, 1, qu'on mette en place des moyens au niveau national et européen, et 2, informer les Français sur ce risque de déstabilisation qui est très prégnant. On va parler du débat d'hier soir, Nathalie, entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. J'imagine que vous l'avez regardé, Valérie Hillier. Le but dans votre camp, c'était aussi de mobiliser l'électorat d'Emmanuel Macron du premier tour, qui pour l'instant n'est pas totalement derrière vous. Est-ce que vous pensez que ça a été le cas ? Je pense que ce débat, il était intéressant, il était important, cette confrontation entre le Premier ministre et Jordan Bardella, qui est aujourd'hui le chef du principal parti d'opposition. C'était un débat important qui a permis de mettre à jour les incohérences, les insuffisances et l'incurie du Rassemblement national et du projet de Jordan Bardella. Il y a eu différents moments un peu forts dans ce débat, mais si j'en retiens 2, c'est 1, la question de la préférence nationale. Le Premier ministre a exposé l'incurie, l'inconsistance et le risque majeur que fait peser cette mesure du Rassemblement national sur notre économie,
puisque ça voudrait dire très concrètement que nos entreprises n'auraient plus accès aux marchés publics dans les pays voisins, dans les pays membres de l'Union européenne. On parle de la proposition de Jordan Bardella de faire la préférence nationale pour les commandes publiques. Exactement, oui, pardon. Merci de le préciser. Gabriel Attal, qui aurait des conséquences sur nos entreprises françaises qui n'auraient plus accès au marché européen si les autres pays font de même. Exactement. Donc ça, clairement, on se tirerait une balle dans le pied et ça mettrait à mal notre économie et les débouchés pour nos entreprises, y compris les PME, dont 80% ont aussi accès au marché européen. Et puis la deuxième, si je ne dois en citer que deux, c'est la fameuse double frontière. J'avais déjà demandé à Jordan Bardella de s'expliquer, de nous expliquer ce que c'était que cette double frontière et comment très concrètement il s'assurait qu'il y avait zéro immigration illégale aux frontières terrestres entre la France et les pays voisins avec cette fameuse double frontière. J'avais pas eu les réponses attendues. Le Premier ministre est revenu à la charge cette fois-ci pour la 3e fois et on a vu à quel point cette proposition, c'est du vent, ça ne tient pas, et Jordan Bardella n'a pas su la défendre. Preuve en est, s'il en était besoin, que c'est une proposition qui est mise sur la table, mais sans réelle réflexion sur dans quelle mesure c'est efficace. Et nous, au Parlement européen, on a adopté le pacte asile et migration que le Rassemblement national, et d'ailleurs tous mes adversaires ont refusé de soutenir, alors même que c'était la seule manière de sortir du statu quo et d'apporter des réponses. La question, c'est est-ce que ce débat, avec ce que vous êtes en train de souligner, où effectivement le candidat du Rassemblement national a été mis en défaut à plusieurs reprises, est-ce que ça peut changer les lignes ? Je pense que ça permet aux Français de s'impliquer et de prendre conscience encore davantage des enjeux de ces élections européennes. Donc de motiver votre base ? Bien sûr. Depuis le début de la campagne, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, les parlementaires, les élus locaux, les militants, on est tous dans cette campagne très actifs. Et effectivement, on arrive sur la dernière ligne droite. Et je pense que ce débat arrive à point nommé aussi pour faire prendre conscience aux Français des enjeux. On sait que les Français commencent à se mettre dans ces élections européennes et que les votes vont se cristalliser sur les derniers jours. Mais ce débat, il voulait aussi dire que vous avez besoin de Gabriel Attal pour relancer votre campagne avec des sondages qui plafonnent un peu ? Et moi, j'ai besoin de l'engagement de tout le monde dans la majorité présidentielle. L'engagement européen, il est connu, c'est dans notre ADN. Le président de la République, il l'a dit, l'Europe, elle est mortelle. Elle est mortelle parce qu'on fait face à des risques qui sont majeurs, le risque sécuritaire avec des puissances extérieures qui nous menacent. On parlait des ingérences étrangères tout à l'heure, la guerre d'agression de la Russie en Ukraine qui a des conséquences sur nous, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue économique. Il y a un risque aussi de décrochage économique dans la guerre commerciale au niveau mondial entre la Chine et les États-Unis. Il faut qu'on prenne les bonnes décisions. Et donc si l'Europe, elle est mortelle, au-delà du fait que pour nous, dans la majorité présidentielle, l'Europe, c'est vraiment quelque chose de constitutif de notre ADN, eh bien ça veut dire qu'on doit jeter toutes nos forces dans la bataille avec le soutien. Il vous attaquait d'ailleurs une fois dans ce débat, Jordan Bardella, il vous accuse depuis le début de la campagne d'avoir un peu de mal avec les sujets européens. Qu'est-ce que vous lui dites ? C'est un mépris et un irrespect absolu. Moi, j'ai pas passé mon mandat à courir les plateaux télé. Alors, je suis peut-être j'ai peut-être moins de talent entre guillemets que lui sur les plateaux télé, mais la réalité, c'est que j'ai bossé au Parlement européen. J'ai bossé avec sincérité. Je maîtrise mes dossiers et chaque action que j'ai. Bah non, il ne les maîtrise pas. Il ne les maîtrise pas. Il assène des contre-vérités avec un certain talent, avec un culot monstre. Mais il assène des contre-vérités. Il n'a jamais bossé au Parlement européen. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un amendement. Moi, je me suis mobilisée depuis le premier jour au Parlement européen pour faire bouger les lignes, pour renforcer l'Europe et la transformer. Parce qu'évidemment, l'Europe, elle n'est pas parfaite. Évidemment. Et en 2019, je suis arrivée avec cette conviction profonde qu'on a besoin de renforcer l'Europe pour renforcer la France, mais qu'il faut faire bouger les lignes. On a commencé à le faire, le rapport de force par exemple avec les géants du numérique pour retirer les contenus haineux en ligne. C'est une loi inédite au monde. On a pu le faire grâce à l'Europe et en européen pour jouer le rapport de force. Ça n'aurait pas été possible pour protéger nos enfants contradictoire, au niveau national. De dire nous on fait campagne sur l'Europe, on fait campagne sur notre bilan au Parlement européen parce que nous on a travaillé et d'envoyer Gabriel Attal pour le principal débat de cette campagne qui n'a jamais siégé au Parlement européen, qui n'est pas candidat à cette élection. Moi, j'ai déjà fait un débat avec Jordan Bardella. Il y a des débats avec toutes les têtes de liste qui ont eu lieu. Ce débat-là, il arrive en complément. Je pense qu'il était nécessaire. Je l'ai rappelé. Jordan Bardella, certes, il est tête de liste de son parti pour ces élections-là, mais il est aussi le chef du principal parti d'opposition en France. Et c'était intéressant d'avoir cette confrontation avec deux projets totalement différents. Et par ailleurs, je pense aussi que parmi les choses qu'on doit dire et redire aux Français, le Rassemblement national aujourd'hui ne dit plus qu'ils veulent sortir de l'Europe. Ils ne le disent plus, parce qu'en fait, ils ont compris que ce n'était pas populaire auprès des Français. Mais quand on gratte un peu,
quand on gratte un peu le programme, ils veulent renationaliser la politique agricole commune. Au passage, j'alerte les agriculteurs, parce que quand on regarde ce qui se passe au Brexit, au Royaume-Uni avec le Brexit, demain, une exploitation agricole sur 4 devra fermer ses portes parce qu'il n'y a plus d'aide européenne. Donc c'est ça la réalité, une des réalités du Brexit. Donc ils veulent renationaliser la politique agricole commune. Ils veulent, même si on n'a pas trop compris depuis plusieurs mois avec les différents revirements, mais ils veulent sortir du marché européen de l'énergie. Ils veulent rétablir des frontières, les frontières intérieures nationales. Et ils veulent plus contribuer au budget commun. Si ça s'appelle pas un Brexit, franchement, je ne sais pas ce que c'est. Tout ça, le Premier ministre l'a détaillé hier face à Jordan Bardella, sauf que Jordan Bardella, il a une ligne force dans sa campagne. Il veut faire de cette élection un référendum anti-Macron. Est-ce que ça, c'est pas un problème pour vous? Est-ce que ça, c'est pas un levier suffisamment fort pour la base électorale du RN, que finalement, c'est ça qui vous met en difficulté? Là, on parle du RN, mais je crois que toutes les oppositions veulent faire de ces élections une élection différente de celle pour laquelle on demande aux Français de se déplacer. Ils veulent tous soit refaire le match de 2022 et effectivement se préparer pour 2027, ça c'est pour l'extrême droite, le Rassemblement national. À gauche, ils sont en train d'organiser leur primaire de la NUPES, c'est assez évident. Et donc, moi, je dis aux Français, ne soyez pas dupes, cette élection, elle est majeure. On parle d'Europe, alors moi, je parle d'Europe tous les jours, bien sûr, mais dans le débat national, dans les médias, tous les 5 ans, à la faveur de ces élections européennes, on parle des enjeux européens. Donc, considérons les véritables enjeux. Vous ne contribuez pas, un peu à faire de cette élection un référendum pour ou anti-Macron. On a écouté votre meeting de lancement de campagne. Vous avez beaucoup tapé sur le Rassemblement national. Emmanuel Macron est sur votre affiche de campagne. Vous aussi, vous y participez? Alors, je pense que mon adversaire principal dans cette élection, c'est le Rassemblement national. Moi, je suis une pro-européenne convaincue. Je ne suis pas une eurobéate, je pense qu'il y a plein de choses à transformer, mais fondamentalement, je suis pro-européenne. Et combattre le Rassemblement national, c'est valoriser et défendre le projet européen, et vice-versa. Si on défend, si on est pro-européen convaincu, fondamentalement, on combat le Rassemblement national et leur projet mortifère pour la France et pour l'Europe. Ensuite, l'engagement du président de la République, il est fondamental. Et il faut avoir à l'esprit aussi que, bien sûr, c'est une élection au Parlement européen. Mais l'enjeu, c'est l'influence de la France pour les 5 prochaines années. Et l'influence de la France, elle est double. Elle s'appuie sur l'engagement du président de la République qui, et moi mes collègues au Parlement européen, qui ne siègent pas dans mon groupe politique, me le disent. Emmanuel Macron est le seul leader en Europe à avoir une vision sur le projet européen et il embarque ses homologues chefs d'État et de gouvernement. Donc c'est ce qui se passe, ce qu'on appelle au Conseil, donc les discussions entre les chefs d'État et de gouvernement, et 2, ce qui se passe au Parlement européen et la capacité que nous avons, nous, majorité présidentielle, à faire bouger les lignes. Je préside le groupe Renew, le groupe centriste et central au Parlement européen, sans lequel aucune majorité n'est possible. Et c'est ces 2 jambes qui nous permettent de véritablement transformer l'essai au Parlement européen et faire que les promesses qu'on fait, les engagements qu'on prend pendant la campagne, on les tient. C'est ce qui s'est passé sur le mandat qui vient de se terminer. Nathalie. Vous ne cessez depuis ce début de campagne de dire qu'on est à un point de bascule. Cette expression, le Premier ministre l'a répétée hier soir. Est-ce que vous assumez de dramatiser l'enjeu de cette élection? Mais en fait, c'est la réalité. C'est la réalité de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On a, d'un point de vue sécuritaire, et si on regarde les enjeux de défense, dans 6 mois peut-être, Donald Trump redevient président des États-Unis. Ça veut dire qu'on n'a plus d'aide américaine, plus de soutien américain. Vladimir Poutine nous menace à l'Est avec la guerre en Ukraine qui a déjà des impacts sur nous d'un point de vue économique. On a vu l'inflation en 2022 qui est encore là aujourd'hui. Qui sait où Vladimir Poutine s'arrêtera s'il est victorieux en Ukraine. Par ailleurs, s'il est victorieux en Ukraine, il détiendra 30% des réserves de blé. Je vous laisse imaginer l'inflation et l'impact sur le prix de la baguette de pain. Donc on a cette menace sécuritaire, on a le risque de décrochage économique. Et on a par ailleurs un risque que l'extrême droite arrive en force au Parlement européen. Justement, Valérie Ayé, vous dramatisez cet enjeu, mais en même temps, force est de constater que ça ne fonctionne pas. Il y a 33% selon un dernier sondage, donc un électeur sur 3 qui est susceptible d'aller voter pour le Rassemblement national. Si on additionne les autres listes d'extrême droite, il se pourrait qu'il y ait 40% des électeurs français qui mettent un bulletin de vote extrême droite dans l'urne le 9 juin. Est-ce que vous, eurodéputée sortante, vous vous sentez quelque part responsable ? D'abord, je reviens sur votre mot. Je ne dramatise pas, j'insiste. C'est l'état de la situation aujourd'hui et des risques qui pèsent sur nous collectivement. Moi, je vois effectivement la montée de l'extrême droite en France, mais partout en Europe.
Je ne m'y résous pas. Ce que je veux dire aux Français, c'est que l'extrême droite, le Rassemblement national a pour eux de n'avoir jamais exercé, et puis de dire tout et n'importe quoi, et d'avoir l'opportunisme électoral à 2 ans d'écart, d'avoir une position puis une autre. Est-ce que vous sentez une part de responsabilité dans cette montée d'extrême droite ? Dire qu'on a tout bien fait, ce serait évidemment faux. Je pense que chacun doit s'interroger. Néanmoins, depuis le premier jour au Parlement européen, j'essaie de faire bouger les lignes. Je le redis, l'Europe, elle n'est pas parfaite. C'est des décisions qu'on prend à 27 avec 705 députés européens. Et fondamentalement, moi, je suis mobilisée au Parlement européen pour faire que l'Europe, elle soit plus protectrice pour les Français et pour les Européens. Par exemple, le plan de relance au lendemain de la crise sanitaire. Et je comprends pendant cette campagne, ou je perçois pendant cette campagne que beaucoup des Français n'ont plus en tête ce qui a été fait par l'Europe au moment de la crise sanitaire, ou n'ont plus conscience de la manière dont on a soutenu l'économie. Et le plan de relance, c'est des centaines de milliers d'emplois en France qui ont été préservés. C'est des restaurateurs, des commerçants, des artisans qui ont été aidés et qui n'ont pas mis la clé sous la porte grâce à l'engagement européen. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire au Parlement européen pour transformer l'Europe, pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'elle sorte de sa naïveté. Et c'est la raison pour laquelle on doit revenir en force au Parlement européen pour continuer à faire bouger les lignes. Et redire aux Français, ne soyez pas dupes des discours simplistes du Rassemblement national qui, clairement, vont nous mener collectivement dans le mur. On parle de l'extrême droite. Raphaël Glucksmann, qui vous talonne dans les sondages, hier a présenté ce qu'il appelle un pacte contre l'extrême droite. Il vous vise, clairement, vous, votre groupe Renew, puisqu'il met l'accent sur les libéraux néerlandais qui siègent dans votre groupe. Bref, il fait pression sur vous, Renew. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, j'ai une position extrêmement claire dès que l'accord a été rendu public. Cet accord aux Pays-Bas dans un gouvernement national, je le déplore, je le condamne absolument. Au Parlement européen, j'ai défendu le cordon sanitaire. Le cordon sanitaire, c'est quoi ? C'est le fait qu'on ne donne pas de responsabilité à l'extrême droite. Et moi, je l'avais déjà dit, je le redirai. En juin, je reviendrai au Parlement européen en tant que présidente de groupe et je ne m'assierai pas à la table des négociations avec l'extrême droite. Donc le cordon sanitaire, mais est-ce que vous on va continuer avec les députés libéraux des Néerlandais qui siègent dans votre groupe ? Moi, je suis présidente de groupe. Je peux avoir une position personnelle. La réalité, c'est que je ne décide pas seule. Et donc, au lendemain de l'élection, je réunirai mon groupe pour qu'on évoque le cas néerlandais. Mais vous souhaitez quoi ? Moi, je pense qu'ils se sont mis en marge, de fait, de notre groupe et que chacun devra prendre ses responsabilités, bien entendu. Et je le redis. Donc vous leur demandez de partir ? Pour moi, c'est la ligne rouge absolue qui a été franchie là. Donc ils ne peuvent plus siéger avec vous. Je le redis, c'est ma conviction personnelle, mais je ne suis pas seule, je suis présidente de groupe, j'ai une responsabilité collective et la décision, elle se prendra au lendemain de l'élection européenne. On va dire un mot de votre programme. Après, on va revenir évidemment à la politique, Nathalie. Dans votre programme, il y a des plans d'investissement pour l'écologie, pour la défense, un emprunt européen. Est-ce que compte tenu de la trajectoire de nos finances publiques, nous ici en France, quelle crédibilité vous avez pour pousser nos partenaires européens à vous suivre sur ces sujets ? La crédibilité du principe de réalité. On voit bien que... alors, on a beaucoup réglementé, on a beaucoup légiféré sur le mandat qui vient de se passer. On a parfois sous-investi. Alors, on a investi massivement avec le plan de relance, c'est 750 milliards d'euros à l'échelle européenne pour relancer notre économie. Et quand j'ai négocié le plan de relance, quand on l'a négocié, on s'est dit, il faut de l'argent pour soutenir notre économie, et 2, il faut en profiter, entre guillemets, pour engager les grandes transitions. Donc, on a mis le paquet dans ce plan de relance sur la transition environnementale et la transition digitale. Pour la transition environnementale, c'est 250 milliards d'euros qui ont été dégagés dans le cadre du plan de relance pour soutenir cet investissement sur ce secteur-là qui est absolument stratégique. Ensuite, la réalité du monde fait que si on n'investit pas massivement dans le nucléaire pour avoir une énergie propre, décarbonée, produite chez nous avec un prix maîtrisable pour les Français, si on n'investit pas massivement pour réindustrialiser, ramener des entreprises, des industries chez nous, sur notre territoire, pour ne plus être dépendant de la Chine pour les médicaments, pour ne plus être dépendant de la Chine aussi pour les voitures électriques, par exemple, eh bien, on passera à côté de l'histoire. Donc l'enjeu, il est d'avoir envie juste de suivre la France
France, alors qu'on va être le dernier pays de l'Union européenne à repasser sous les 3% si on y repasse? Alors, sur ces questions-là, moi je fais confiance au gouvernement pour suivre une trajectoire saine de réduction des dépenses là où elles sont nécessaires. Mais réduire les dépenses, ce n'est pas incompatible avec le fait d'investir massivement. Et d'ailleurs, au Parlement européen, on a, sans aller dans les détails, mais négocié le pacte de stabilité et de croissance. Et en fait, on doit avoir les deux jambes, c'est-à-dire réduire les dépenses là où elles peuvent l'être, notamment les dépenses de fonctionnement, mais investir massivement, parce que l'investissement, c'est la croissance de demain. Et donc, moi, je le redis, principe de réalité, avec nos partenaires européens, on sait qu'on doit investir, accompagner la réindustrialisation de l'Europe. C'est des usines de batteries dans le nord de la France qui sont en train d'être réinstallées. C'est des usines de production de paracétamol à Toulouse. Et c'est absolument indispensable si on veut jouer au moins à armes égales avec la Chine et avec les États-Unis. Les États-Unis ont pris un plan qu'ils ont appelé l'IRA, 370 milliards d'euros d'argent sur la table. C'est un plan de subvention massive. Exactement, pour leurs industries vertes. Et d'ailleurs, ce plan, ils ont essayé d'attirer des entreprises européennes pour qu'elles investissent aux États-Unis. Et puis on a la Chine qui sursubventionne ces industries et qui inondent parfois nos marchés avec des produits qui sont sursubventionnés. Donc c'est investir massivement en européen, et deux, sortir de la naïveté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se laisser inonder par des produits qui sont fabriqués à bas coût à l'autre bout du monde. Et donc il faut assumer aussi une préférence européenne, c'est-à-dire que l'argent, dès lors qu'on donne de l'argent... Est-ce qu'on a le poids pour l'assumer, Valérie Ayé? Est-ce que derrière, on ne risque pas de s'exposer à des mesures de rétorsion chinoise? Est-ce que c'est pas ça la réalité? La réalité, c'est qu'il faut jouer le rapport de force. On ne va pas être les dindons de la farce du jeu mondial aujourd'hui. Donc, vraiment, c'est une approche en plusieurs étapes qu'il faut. C'est mettre de l'argent sur la table pour attirer des industries et leur permettre de s'installer sur notre territoire, pour ne plus être dépendants d'autres puissances. Et c'est deux, assumer d'avoir une préférence européenne, c'est-à-dire que, tout simplement, quand on donne de l'argent à des industries pour qu'elles s'installent, eh bien, elles s'installent, elles produisent des emplois. Et sur les marchés publics, on peut évidemment assumer une préférence européenne. Après, le rapport de force avec la Chine, il faut le jouer, sans quoi on risque véritablement le décrochage économique et de se faire complètement envahir et inonder et affaiblir par ces industries. Dans votre programme et dans votre campagne, vous réaffirmez votre soutien indéfectible à l'Ukraine. Vous êtes pour un élargissement, vous, de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'adhésion de la Géorgie après la loi si décriée sur l'ingérence étrangère? Bon, d'abord, je le redis, l'élargissement, c'est oui, mais pas à n'importe quelle condition. Et je dirais même l'inverse, la même chose, mais l'élargissement, aujourd'hui, c'est non. Parce qu'on n'y est pas et le compte n'y est pas. L'Ukraine, elle a évidemment un destin européen, parce qu'elle se bat pour nos valeurs. Mais les conditions prérequises, c'est que l'Ukraine ne soit plus en guerre. 2, que l'Ukraine se réforme. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que l'Ukraine est en guerre et pour autant, ils mettent en œuvre des réformes de façon assez impressionnante. C'est dire leur volonté d'aspirer et leur aspiration réelle à adhérer à l'Union européenne. Donc, ils engagent, en même temps qu'ils font face à la Russie, des réformes d'un point de vue économique, d'un point de vue social, des réformes contre la corruption aussi. Ça, c'est la deuxième condition, les réformes dans les pays concernés. Et la troisième, c'est que nous, on se réforme nous-mêmes. On voit bien que le fonctionnement de l'Union européenne... mais simplement, je me permets de redire les conditions préalables à tout élargissement. C'est important. C'est-à-dire qu'on ne fera pas entrer un pays nouveau dans l'Union européenne demain matin sans condition. Ça se fait au mérite. Les réformes dans les pays qui veulent adhérer. Et puis ça se fait, nous, le préalable, c'est qu'on change nos processus de décision parce qu'on voit que l'Europe fonctionne mal à 27. Donc il faut d'abord qu'on se réforme nous-mêmes. S'agissant de la Géorgie, c'est une situation extrêmement compliquée parce qu'on a un gouvernement qui est pro-russe, on a une présidente qui est pro-européenne, des Géorgiens qui vont dans les rues. Et c'est extrêmement touchant et poignant de voir que la population géorgienne, elle a une aspiration européenne. C'est dire aussi quelle est la valeur du projet européen. Parfois, on oublie, nous, en étant nous-mêmes européens. Mais on suspend. Qu'est-ce qu'on fait? De toute manière, les discussions, on procède par palier et on verra quelle est l'orientation du... Pardon, quelle est l'orientation? Mais on ne suspend pas le processus en cours. De toute manière, ça ne se fera pas demain matin, je le redis. La Géorgie ne sera pas adhérente demain matin à l'Union européenne. Nathalie? Juste un tout petit mot sur l'agriculture. Vous serez demain en Saône-et-Loire pour aller justement à la rencontre des agriculteurs et des viticulteurs. Cette campagne électorale, elle a commencé avec la crise agricole. Est-ce que vous pensez qu'elle est derrière nous, en un mot? Est-ce que ça a été suffisamment pris en compte par le gouvernement? Et est-ce que vous sentez que c'est plus serein dans le monde agricole? Bon, d'abord, je voudrais redire que le monde agricole et l'Europe sont intrinsèquement liés. Que
l'Europe a besoin de l'agriculture et que les agriculteurs français ont besoin de l'Europe. Moi, j'ai grandi dans une ferme, je sais la valeur de la PAC. Je sais ce que représente la politique agricole commune et la conscience dans les cours de ferme que l'aide européenne, elle est importante. Après, il y a une colère qui s'est exprimée du monde agricole avec une demande de plus de simplification. Elle s'est apaisée. Elle s'est apaisée, mais ça ne veut pas dire que les choses sont clôturées, évidemment. Donc, demande de plus de simplification, demande de meilleures réponses pour les accompagner et leur permettre d'avoir de meilleures rémunérations. Ils veulent simplement vivre de leur travail et bien vivre de leur travail. Et puis, le problème de la concurrence déloyale avec des produits qui arrivent sur notre marché européen, qui viennent d'autres pays, parfois en Europe, mais globalement de l'extérieur des frontières européennes, et qui ne respectent pas les normes qu'on impose à nos agriculteurs. Et donc, ce qu'on a fait, il y a eu le cœur de la crise agricole en début d'année. Le gouvernement y a apporté des réponses d'urgence. Au niveau européen, nous avons demandé à l'Europe de faire des ajustements, notamment sur la politique agricole commune. On les a votés au mois de mars. Ensuite, dire que les réponses sont suffisantes à ce stade, non. En fait, on va entrer dans une nouvelle étape. Et moi, je propose dans mon programme de mettre en place un égalim européen, donc ces fameux états généraux de l'alimentation. Mais ça, Emmanuel Macron, il a promis au moment de la crise, déjà en février. On en est où? On en est où? C'est qu'en fait, il faut une loi pour ça. Et il faut qu'on soit réélu au Parlement européen pour faire bouger les lignes et mettre en place cette fameuse loi au niveau européen. Pourquoi c'est important? C'est parce que donc, cette loi française, pour permettre à nos agriculteurs d'être véritablement dans un rapport de force et de jouer à jeu égal avec les distributeurs et les industriels, elle était importante, elle a fonctionné. Sauf qu'il y a un certain nombre de distributeurs et d'industriels qui l'ont contournée en allant acheter au Luxembourg ou au Portugal. C'est évidemment intolérable. Et donc, la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Donc, au lendemain de l'élection, nous allons porter, moi je le porte dans mon programme et avec la majorité présidentielle, auprès du président ou de la future présidente de la Commission européenne, nous allons exiger un égalim européen. Nous allons aussi exiger de mettre en place un Frontex sanitaire pour s'assurer, pour contrôler les produits qui arrivent sur notre marché et s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale par rapport à nos agriculteurs. Donc voilà, il y a eu le temps de la crise, les réponses immédiates et puis les réponses plus structurelles qui vont arriver. Là, ça va être l'une de nos priorités en arrivant au Parlement européen. Il reste quelques jours de campagne. Où allez-vous chercher les électeurs? Est-ce que c'est vers les abstentionnistes ou est-ce que vous allez vous adresser aux électeurs de Place Publique Parti Socialiste qui, eux, on voit, essayent justement de garder leurs électeurs? D'abord, je vais mettre à profit les derniers jours qui viennent pour redire aux Français qu'ils ont besoin d'Europe, que l'Europe, elle est indispensable pour leur santé, pour leur sécurité, pour leur pouvoir d'achat. Où sont vos réserves d'électeurs ? Et que notre projet est le meilleur pour eux. Ensuite, effectivement, il faut aller chercher les abstentionnistes qui, aujourd'hui, n'ont pas encore saisi les enjeux de cette élection. Moi, je suis confiante sur notre capacité à convaincre les Français d'ici au 9 juin, en rappelant les enjeux de ces élections. On les a déjà évoqués. Et en leur disant, allez voter, ne laissez pas les autres décider à votre place. Et on a un risque, si l'extrême droite arrive en force au Parlement européen, ça veut dire potentiellement minorité de blocage, ça veut dire qu'on ne pourra plus agir. Ça veut dire qu'on ne pourra plus continuer à transformer l'Europe. Ça veut dire que, par exemple, pour les agriculteurs, on ne pourra pas mettre en place l'égalim européen. On ne pourra pas mettre en place le Frontex sanitaire parce que l'extrême droite aujourd'hui dit qu'elle est aux côtés des agriculteurs, mais elle ne propose rien. Et même, Jordan Bardella n'a pas voté les 10 milliards d'euros d'aide au monde agricole français qu'on verse chaque année. Donc, rappeler ces enjeux-là et mobiliser notre électorat, cet électorat pro-européen. Et aussi, il y a un élément qui est très important à rappeler, je le redis, notamment pour les électeurs qui s'interrogent encore sur quel vote, qui sont sensibilisés mais qui s'interrogent encore. Ce qui compte au Parlement européen, c'est l'influence. L'influence qu'on a pour véritablement faire bouger les lignes. Et vous l'aurez au groupe Renew ? Je suis présidente d'un groupe, non seulement je suis présidente du groupe, ensuite c'est le groupe centriste, je l'espère, en tout cas je serai candidate, ensuite c'est le groupe centriste et central sans lequel aucune majorité n'est possible. Au Parlement européen, il n'y a pas un groupe qui a une majorité à lui tout seul, et nous sommes le groupe qui faisons la bascule au Parlement européen. Et très souvent, quand nous avons une position, ça devient celle du Parlement européen. Et je le redis, parce que j'ai des adversaires qui siègent
au sein du groupe PPE, la droite européenne, et qui siègent au sein du groupe SND, la gauche européenne. Ils n'ont aucune influence dans leur propre groupe. Très souvent, ils se mettent en marge de leur propre groupe. Je vous donne 2 exemples. Le plan de relance, je l'ai négocié, je l'ai voté. Je l'ai négocié et voté avec le PPE et les SND. Le candidat socialiste n'a pas voté le plan de relance contre son groupe. Le candidat PPE, LR, n'a pas voté le plan de relance contre son groupe. Immigration, même chose. Un dernier mot, Valérie Ayé. Est-ce que vous allez soutenir Ursula von der Leyen à la présidence de la Commission ? Ursula von der Leyen n'est pas ma candidate. Elle a été la présidente de la Commission pendant 5 ans. On lui a donné une feuille de route. On a voté pour elle il y a 5 ans. Moi, je l'assume. Contrairement à François-Xavier Bellamy, qui n'assume pas d'avoir une présidente... Parce qu'il y a 5 ans, elle était poussée par Emmanuel Macron. Mais en fait, plus le cas. Alors, on verra, les jeux seront verts, on verra en fonction du résultat des élections européennes. Et moi, je ne lui donne pas de blanc-seing. On a travaillé ensemble, c'est la logique de compromis et de coalition au Parlement européen. On lui avait donné une feuille de route importante. Ce qui compte pour le lendemain de l'élection, c'est quel projet politique on a et on va porter pour les 5 ans au Parlement européen. Donc elle n'a pas votre soutien sans condition, mais vous pourriez la soutenir. Mais on verra quelle est l'orientation des discussions. Ce qui compte, c'est véritablement le projet politique qu'on va donner au candidat ou à la future candidat ou à la candidate à la présidence de la Commission. Merci Valérie. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée. Merci Nathalie. Merci à vous. À très vite, on l'espère. On va continuer à parler de cette campagne des européennes tout de suite dans le club.